Parole d'auteur, une émission de Monique Fauché. Oui, Michel Del Castillo, bonjour. Bonjour. Alors, au mois d'octobre 1953, j'échappais à l'Espagne de Franco et réussissais à gagner la France. Si j'étais dès lors sauvé du conformisme et de la médiocrité, je ne l'étais pas pour autant de mes contradictions. L'Espagne continuait en effet de me hanter comme une maladie vague et diffuse. Je souffrais continuellement de ce pays aux charmes ambigus. Je menais avec lui un dialogue passionné. Ces propos sont de vous ? Et on ne s'étonnera pas de trouver une fois encore dans votre nouveau roman l'Espagne, ses passions, ses violences, ses désespoirs. Alors vous auriez pu raconter l'histoire de Don Juan, demi-frère de Philippe II, Philippe II, le roi d'Espagne, fils naturel de Charles Quint, qui jusqu'à 14 ans erra de famille en famille. Il était tourmenté, sensible, mais aussi remarquable chef de guerre. Et d'une certaine manière, il symbolise bien l'histoire de l'Espagne. Mais non, c'est sur le sort de sa propre fille, également illégitime, que vous êtes penché. Sa propre fille dénommée Anna. Alors Michel Del Castillo, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette petite fille ? Je pense qu'il y a eu plusieurs raisons. Une de mes amies historiennes espagnoles, Mercedes Formica, avait publié une petite monographie sur ce personnage qui était totalement inconnu des Espagnols. Alors des Français, c'est normal qu'ils l'ignoraient complètement. Surtout qu'elle avait été tellement cachée aussi. Voilà. Elle a été comme un personnage enterré vivante à 5 ans et dont personne ne connaissait rien. Et ça avait été un véritable choc pour moi pour des tas de raisons. D'abord, elle est née elle a été conçue à Grenade, qui est l'origine de ma famille maternelle. Ensuite, en pleine guerre civile, entre morisques et chrétiens, si vous voulez, à un moment où ça a été une guerre effroyable qui a duré près de 40 ans, avec des campagnes, etc. Et moi-même, j'étais né à la veille d'une guerre civile effroyable aussi, etc. Ensuite, elle avait été ignorée, rejetée de ses parents. Son père, Don Juan d'Autriche, d'ailleurs, la première lettre qu'on ait de lui, où il parle vaguement de sa fille, il en parle en l'appelant la petite abbesse, en disant « J'espère que la petite abbesse ne vous cause pas trop de soucis », parce que avant même sa naissance, il a été décidé qu'elle serait donc cloîtrée dans un couvent, puisque fille légitime, ce qui est pour la nièce du roi d'Espagne, invraisemblable, si vous voulez, on ne pouvait pas reconnaître une bâtarde. Là. Curieusement, les bâtards, eux, les mâles, faisaient tout à fait des carrières très honorables. Mais oui. Soit dans l'église, soit dans Mais une fille, non. Oui. Et elle n'a pas été reconnue, de toute façon. Non, elle est reconnue et légitimée très très tard par le roi, par Philippe II, après la mort de son père. Il avait toujours su son existence, c'est ça ce qui est troublant, si vous voulez, quand on la dépose. Elle a été donc confiée dès sa naissance à une nourrice, la même qui avait élevé d'ailleurs son père, qui était une dame très austère, pas très tendre, et qui n'a pas aimé du tout la petite, ça n'est pas écoutée alors du tout. Alors que bizarrement, elle s'était très attachée à Don Juan d'Autriche. Ah, tout à fait. Oui. Ce qui prouve bien qu'entre un bâtard et une bâtarde, il y a comme une différence. Elle la dépose à 5 ans et demi comme convenu, donc dans ce couvent de Madrigal. Or Madrigal, c'est un lieu en Castille, où c'est là qu'est née Isabelle la catholique, c'est là qu'est morte à côté, morte folle, la mère d'Isabelle la catholique, Jeanne. Donc, si vous voulez, c'est un lieu chargé d'histoire. C'est un couvent des Augustiniennes. Elle est conduite à 5 ans, et quand on lit, vous savez on faisait un acte de remise, donc c'est nous remettons contre une rente de temps de par an, versée à la Saint-Michel tous les ans, etc., la petite,
Et puis il est ajouté, enfin, quand elle aura atteint l'âge de 16 ans et demi, prévu par le Saint Concile, elle prononcera ses vœux définitifs. Donc, on a décidé de sa vie du début à la à 5 ans et demi, si vous voulez, elle est amenée là-dedans. Et après tout, c'est le sort de centaines de milliers de jeunes femmes, si vous voulez. Tout à fait, oui. C'est ce que j'ai pensé. Oui. Elle n'est pas du tout une exception. Oui, on les mariait aussi bien très jeunes. Oui. Ouais. Ce qui, en revanche, est une exception, et c'est ce qui la rend d'ailleurs très exemplaire, c'est que depuis toute petite, très vite, elle va dire non. Non. On m'a mis ici contre ma volonté. On a bafoué ma liberté. Je refuse. D'ailleurs, quand elle aura 16 ans et demi, que viendra le moment fatidique de prononcer ses vœux, elle va livrer une bataille de pratiquement 2 mois. Elle tombe malade, elle refuse, elle pleure, etc. Et elle ne consent à prononcer ses vœux que par une astuce de son confesseur qui lui dit, écoutez, vous allez rédiger une lettre au Saint-Père en disant que vous faites vos vœux contre votre gré, que vous y avez été contraint. Et cette lettre sera publiée dès que le roi meurt. On la publie et vos vœux sont nuls. D'accord. Là, elle consent. C'est une cérémonie sinistre, hein. Elle arrive en sanglotant, elle tient à peine debout au milieu d'un truc, etc. C'est très étonnant. Comme j'ai vu assister à un mariage au fin fond de l'Afghanistan où une petite jeune fille de 12 ans était mariée et elle était en larmes. Voilà, c'est des choses qu'on peut voir encore. Ah, mais tout à fait. Je crois que c'est une des raisons qui m'a tant intéressé, c'est cette petite Anna, c'est que on croit que ça se passe il y a très longtemps et en fait dans notre monde, c'est la condition des millions de filles à travers le monde. Hein. Il y a simplement un léger décalage historique. Hein. En plus, si vous voulez, cette remise, elle est en droit canonique illégal. Le Concile avait défini qu'il fallait le libre choix de l'enfant, le consentement, etc. Mais les décisions du Concile, manifestement, ne s'appliquent pas au roi et au prince, si vous voulez. Donc, et la volonté du roi. Et la volonté du roi, donc, si vous voulez. Eh oui. Alors, justement, il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est un mot magique, Adelpha, qui a été à l'origine du roman, dites-vous. Et je me suis dit, mais ces Adelpha qui sont des lauriers roses, et le nom est très beau, effectivement, Adelpha, c'est très beau. Finalement, c'est symbolique aussi. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que ça m'avait beaucoup frappé parce qu'il y avait un paragraphe de mon ami qui commençait « Les seules plantes qu'on trouvait dans ce couvent étaient les adelphas du cloître ». Et c'est vrai que comme quand on a vécu comme moi-même enfermé dans toute l'enfance, soit dans des prisons, soit dans des camps, cette austérité de la pierre. On sait que la moindre fleur prend comme une plante prend d'un seul coup une valeur symbolique très très forte. Symbole de liberté, de beauté. Et donc on est souvent, est-ce qu'elle regardait ces adelphas? Qu'est-ce que ça représentait dans sa vie? Et c'est vrai que ce mot était pour moi un mot très magique aussi. Oui. Alors, nous sommes donc au début du XVIe siècle. On peut dire que l'Espagne est à son apogée. Elle est à la fois à son apogée et au début de sa ruine, si vous voulez, parce qu'en mourant, Charles Quint a fait à son fils, à Philippe II, un cadeau empoisonné. Vous savez qu'il a partagé en 2 l'Empire, l'Allemagne à Maximilien. Et à Philippe II, il laisse donc toutes les possessions américaines, l'Espagne, l'Italie du Sud, j'en passe, et les Flandres. Et les Flandres va être véritablement son talon d'Achille. Ah oui, et l'appelé pour Philippe II parce que il va ruiner le royaume pour essayer de maintenir. C'est un homme très tourmenté, très angoissé, d'une dévotion dont nous n'avons plus aujourd'hui une idée. C'est un scrupuleux qui fait parfois jusqu'à 3 confessions dans la journée de peur d'avoir oublié quelque chose. Il est très très tourmenté. Il vit dans une simplicité mais presque d'anachorète, c'est une petite cellule avec une fenêtre qui donne sur le maître-autel, et il est persuadé que la mission que Dieu lui a confiée, que son père lui a renouvelée, c'est de maintenir le catholicisme et de faire l'Europe catholique.
Et donc, dans les Flandres, il va ruiner complètement l'Espagne petit à petit. Et c'est une guerre que livre d'ailleurs Don Juan d'Autriche, envoyé par lui en dernier ressort pour essayer de sauver, où il mourra d'ailleurs, Don Juan d'Autriche. Et justement, vous mettez en parallèle un petit peu ces deux personnages qui en fait sont frères, sont demi-frères, et qui sont tout à fait antagonistes en fait. Ah, complètement, si vous voulez. Nous avons aujourd'hui beaucoup de mal évidemment à imaginer. Philippe II est quelqu'un pour qui la personne monarchique, il est beaucoup plus qu'un être humain, mais la monarchie est à ce point sacrée qu'on ne doit pas la toucher, l'approcher. Il refuse par exemple de participer aux batailles de peur d'avoir de la promiscuité autour de lui. Il a une grande rigidité. C'est un mot faible même. Ah oui, c'est même un mot faible. Or, Don Juan, c'est le contraire. Il adore les champs de bataille, il adore les étendards, il adore l'héroïsme. À Lépante, quand il apprend que la flotte turque sort du golfe de Patras et accepte la bataille, il danse la gigue sur le pont, si vous voulez. Oui. Et plus extraverti. Ah, beaucoup plus. Et puis il est couvert de femmes, il est séducteur. Oui. Et c'est un prince de la Renaissance dans le bon sens du terme. Et proche des hommes, finalement. Ah, très. D'ailleurs, il est adoré. Au moment de sa mort, il a été tellement généreux dans sa vie, il dit dans son testament, et c'est assez touchant, qu'il ne peut même pas retribuer ses serviteurs n'ayant rien, et qu'il confie à son frère le soin de leur faire quelques dons à sa plainte. Ça a été un chevalier chrétien d'un autre temps, Don Juan d'Autriche. Alors, après une pause musicale, j'aimerais bien que vous me disiez si justement cette différence de caractère n'a pas contribué aussi à précipiter le sort d'Anna. Présence. À Villeneuve d'Aveyron, 97.7. Clair de la lune, mon ami l'oiseau, prête-moi ta plume, ton nid de roseau. Ouvre-moi ta porte, ouvre-moi les yeux, ma chandelle est morte, le monde est en feu. Donne-moi le ciel, la voûte étoilée, la pluie qui ruisselle sur la terre brûlée. Dis-moi le soleil et l'or de la nuit, l'amour qui s'éveille, l'enfant qui sourit. L'eau de la rivière, l'eau de la rivière, l'eau de la rivière, l'eau de la rivière. Au clair de la lune, dis-moi les coraux, le sable et l'écume, le bleu des ormeaux. Donne-moi la mer et le vent d'été, dis-moi la lumière qui te fait chanter. Ma chandelle est morte, le monde est en feu. Ouvre-moi ta porte, ouvre-moi les yeux. Dis-moi la colline et les champs de blé, l'orange sanguine, la fleur d'amandier. L'eau de la rivière, l'eau de la rivière, l'eau de la rivière, l'eau de la rivière, l'eau de la rivière. Donne-moi le ciel, la voûte étoilée, la pluie qui ruisselle sur la terre brûlée. Donne-moi la mer et le vent d'été, dis-moi la lumière qui te fait chanter. Dis-moi la lumière qui te fait chanter. L'eau de la rivière, l'eau de la
l'au-delà, l'au-delà, l'au-delà rivière. Voilà, je suis en compagnie de Michel del Castillo pour son roman La religieuse de Madrigad, paru chez Fayard-Le Seuil, roman passionnant. Alors là, vraiment, parce que il y a, bon, le style que nous connaissons, le style de Michel del Castillo, on pourra en parler tout à l'heure, mais il y a également l'histoire qui est une histoire étrange. Parce qu'en fait, il y a comme et ce qui va se terminer par une sorte d'enquête que vous menez, c'est quand même assez étonnant tout ce qui s'est passé. Je crois que c'est presque digne d'un thriller, hein. Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, il y a quelque chose d'assez étonnant. Si vous, cette fillette, quand elle atteint la préadolescence, aujourd'hui, dans le jargon psychologique qu'on emploie maintenant, on dirait qu'elle fantasme, mais toutes les jeunes filles rêvent, si vous voulez, soit d'un acteur, soit d'un chanteur, soit un truc. Et elle, son rêve, c'est d'une part son père, bon, ce qu'elle n'a pas connu, mais c'est le magnifique Don Juan. Vous avez du mal aujourd'hui à imaginer ce que c'était, mais le jour où on apprend à Rome la victoire de l'époque, on ordonne un tédéum dans toutes les cathédrales de l'Europe entière et toutes les cloches des cathédrales sonnent à l'une et le pape sort devant un basilique pour dire il était un homme appelé Jean, c'était l'envoyé de Dieu, c'était vraiment, c'est la première fois qu'on arrêtait l'islam, si vous voulez, ça paraissait. Et donc cet homme qui à l'égal un peu du Cid Campéador. Ah, tout à fait. Oui. Et donc il est fêté, adulé dans l'Europe entière, donc elle rêve de lui évidemment. Et puis elle rêve du roi du Portugal qui est un jeune roi étrange, qui lui rêve d'imiter Don Juan et va déclarer la guerre au sultan de Maroc, partir d'une pour manière suicidaire, va subir une défaite effroyable et disparaître. Mais on ne l'a jamais retrouvé son cadavre et on a toutes sortes de preuves comme quoi il aurait été sauvé, ramené au Portugal, soigné d'une blessure grave et il aurait fait vœu de pénitence pendant 20 ans, il serait tapi au fond d'un monastère au sud du Portugal. Alors ça, c'est les choses à peu près certaines que nous savons. Hein, voilà. Après, mystère. Or, elle rêve à 13, 14, 15 ans de ce jeune roi, et dans son oratoire, à côté attenante à sa chambre couchée, elle fait mettre le portrait du jeune roi, elle allume tous les soirs des bougies, elle prie pour son retour, et comme me disait assez drôlement une de mes amies récemment, elle me disait, nous avons toutes dans l'adolescence rêvé comme ça du prince charmant. Elle m'a dit, mais il est rare que la porte s'ouvre et qu'il rentre dans votre chambre. Il va arriver. Mais avant cela, au cours de votre ouvrage, vous avez très bien décrit également ce qu'elle éprouvait, cette petite Anna. Et en particulier cette douleur et cette révolte. Et la douleur quand même. Hein. Ah oui. Parce qu'elle a été abandonnée. Personne n'a pris sa défense. Personne ne s'est élevé contre... Absolument personne. Il dit la mère. Alors là aussi, la mère. La mère accouche d'elle et la remet à la nourrice gouvernante. Et puis, ne s'en occupe plus du tout. Alors, vous disiez très justement que, en fait, les liens, les sentiments maternels ou paternels n'étaient sans doute pas aussi développés qu'actuellement. Mais enfin, on se dit, il y avait eu quand même plus tardivement, mais Madame de Sévigné, il y a eu quand même des personnes qui étaient mères. Hein. Elle, non. Elle est toute vouée à son amour pour Don Juan. Oui. Il faut dire que les princesses du sang, et la petite Anna quand même, une princesse du sang, ne sont pas des personnes, si vous voulez, pour eux. Ils sont déjà des fonctions. C'est une princesse du sang, donc il n'y a pas d'intimité. Dès leur naissance, on les confie à leur cour, les gouvernantes, les nourrices, on les voit de temps en temps comme ça. Or, la mère n'a qu'un sentiment maternel en réalité pour cette petite. Il a été entendu qu'elle irait au couvent, elle est allée au couvent, voilà, c'est fini, pour elle c'est fini. Et vous doutez même de l'amour qui a uni Maria de Mendoza, hein, c'est ça, et Don Juan. Vous n'êtes pas, vous dites, bon, est-ce que c'était vraiment de sa part à lui, du moins? C'est-à-dire qu'elle a été, c'est très étonnant, ça a été une espèce de folie pour Maria de Mendoza, parce que elle va être fidèle toute sa vie à Don Juan d'Autriche, à tel point qu'elle s'enterre pratiquement vivante, et qu'elle refuse... Elle se consume totalement. Complètement, tout au long de...
lui, il continue ses aventures quand même. Il ne l'oublie jamais, il lui écrit régulièrement, de temps en temps, ce qui pour lui est énorme. Mais il est loin. Mais il est loin, il a sa vie, il a ses trucs, et puis il a ses ambitions, il a ses trucs. Là aussi, il y a deux poids, deux mesures. L'amour des hommes, si vous voulez, dedans, n'est pas du tout, je dirais, de la même facture que l'amour d'une femme. Ils sont, lui, il a sa carrière, sa vie, sa gloire, c'est les femmes, les conquêtes, mais tout ça passe dans un tumulte. Elle n'a que lui, vraiment, elle est braquée sur lui. Hein. Oui, et puis il a une vie dangereuse. Hein, donc tout à fait. Ce que vous décrivez aussi, c'est cet enfermement, cette vie de routine, la négation du corps, tout ce qu'on peut trouver, en effet, dans un couvent, mais qui est insupportable quand ce n'est pas un choix dicté par la foi. Voilà. Ah, puis là, si vous voulez, ça pour la négation du corps, c'est quelque chose de très particulier. En Espagne, mais dans d'autres pays européens, mais en Espagne au XVIe siècle, oui, une femme ne s'était imaginée à 20 ans au moment de sa mariage jamais vue nue. On prend un bain par an à la veille de Pâques, mais en chemise longue, on trempe dans le baquet, on en ressort et pour chasser les odeurs, on s'inonde de toutes sortes de parfums très violents. Donc ce sont comment voulez-vous en 2006 maintenant imaginez ce que peut être un corps sans représentation de lui-même. Elles ne savent pas, elles n'ont jamais imaginé ni vu. Donc c'est quelque chose de très particulier. C'est un monde qui aujourd'hui nous semble très hermétique. Hein. Tout à fait, tout à fait. Elle est à la fois, la foi, elle est croyante, mais elle est écartelée. Il y a sa foi, mais également elle est révoltée contre ces gens d'église finalement. Plus haut encore, il y a l'oncle qui c'est ça, hein, qui lui impose cette vie monacale. Hein, elle est quand même aussi partagée. Ça doit être difficile cette complètement. distorsion. C'est très difficile, si vous voulez. On trouve très nettement un refus. Je pense que par moment, elle a détesté tout ce qui est de l'ordre de l'institution, qui lui faisait violence. Et en même temps, elle est d'une foi très très profonde pour ce qui est de la figure du Christ, de la foi, etc. Mais qu'elle sépare dans sa tête, sans bien se rendre compte, de l'institution. L'institution, c'est une carrière. Hein. C'est pas pour elle de l'ordre de la foi. La foi, quelque chose. Ce qui était très courant à l'époque en Espagne, Erasme avait eu une énorme influence en Espagne. C'était le grand moment du retour à la foi personnelle, intime, etc. Et elle est au fond écartelée comme une grande majorité des Espagnols de ce temps-là. Hein. En mettant bien en perspective, parce que si vous voulez, des amis m'ont dit souvent, c'est effroyable, l'église d'Espagne quand même, pas du tout, hein, l'église d'Espagne au XVIe siècle, c'est des dominicains que sont sortis les dénonciations virulentes contre la colonisation et pour la défense des Indiens. C'est des couvents dominicains qui sont partis, par exemple, de protestation contre les grands domaines, si vous voulez, et la demande de ce qu'ils appelaient le communautarisme paysan. Donc, si vous voulez, très curieusement, l'Église d'Espagne est par certains côtés à cette époque-là extraordinairement populaire, proche du peuple. C'est au XIXe siècle que la rupture va se faire avec la bourgeoisie, mais auparavant, mais en revanche, l'institution roule sur elle-même pour certaines choses, si vous voulez, pour ce qui est les enfants, les femmes, les mœurs, l'honneur, les hérétiques, l'Inquisition. Il y a l'Inquisition, voilà. Cette période-là. Donc, si vous voulez, c'est un siècle extraordinairement complexe, mais est-ce qu'il est plus complexe, si vous voulez? Imaginez quelqu'un qui jettera dans 300 ans un regard sur notre siècle. Quand il verra le communisme, le stalinisme, les millions de morts, etc., les millions de morts du nazisme, des fascistes, le Cambodge, etc., ils se diront, mais le XXe siècle, c'est abominable, on n'a jamais vu ça dans l'histoire du monde. C'est pas faux, mais on ignora en même temps les progrès de la médecine, les progrès de la technique, la nouveauté, la curiosité, les siècques. L'histoire est pas une, elle n'est pas univoque. Bien sûr, si bien plus complexe. Oui. Alors, ce que l'on voit, c'est que finalement, c'est à la mort de son père
frère, bien qu'il ne l'ait pas reconnu, que sa situation va changer. Alors là aussi, bizarre, autre chose. On n'a pas parlé tellement des relations entre le roi et son demi-frère, donc entre Don Juan d'Autriche et Philippe II, mais là aussi, il y a une sorte de rivalité. Philippe II, comme vous le dites si bien, admire et à la fois se méfie énormément de cet homme qui est trop séduisant finalement. Ouais. Philippe II a des sentiments très très ambigus envers son demi-frère. Si vous voulez, il a pour lui la légitimité, donc si vous voulez, c'est quand même un enfant naturel, c'est un demi-frère. Il admire beaucoup son panache, il admire ses succès, il admire ses victoires. Et en même temps, il est envieux de tant de gloire, si vous voulez, de ce succès. Tout ce que lui, on peut dire que c'est la coqueluche de la... Voilà. Tout ce que lui, il n'a pas, le charme, la séduction, tout ça, ce demi-frère-là. Donc, les rapports sont très, très ambigus entre les deux. Oui. Alors, après une pause musicale, on verra comment, effectivement, la situation d'Anna va changer à la mort de ce père. Une mort naturelle, maladie ou poison, on ne saura jamais sans doute. Non, on ne le saura jamais. Il est très probablement mort de maladie, mais toutes les rumeurs d'empoisonnement avaient couru tout le temps parce que il y avait tellement de gens qui voulaient sa mort. Hein, si vous voulez, les Anglais la voulaient, les calvinistes la voulaient, les agents du roi n'étaient pas très nets non plus de l'autre côté. Mais il semblerait bien qu'il soit mort d'une typhoïde, puis au moins simplement. À Valma, 97.9.
revoilà en compagnie de Michel Del Castillo pour son nouveau roman, La religieuse de Madrigal, roman édité chez Fayard Le Seuil, et un roman donc qui nous parle d'Anna, fille illégitime, non reconnue de Don Juan d'Autriche. Je me suis posé la question, oui, alors Don Juan, est-ce qu'on a pris comme modèle pour le Don Juan? On dit que Tirso di Molina se serait inspiré de lui, mais je crois que, il avait une réputation, si vous voulez, de grand séducteur, donc, mais le Don Juan de Tirso di Molina beaucoup plus, est probablement pris à plusieurs personnages différents, dont Miguel de Magnara à Séville, probablement. Oui. Ouais. Plus mortifère aussi. Plus mortifère, oui. Voilà. Alors donc, Don Juan d'Autriche meurt, et elle se retrouve donc, ce père qu'elle idéalisait, ne l'ayant jamais vu finalement, donc est mort, et tout va changer. À ce moment-là, bizarrement, elle apparaît au grand jour. Oui, parce que, si vous voulez, à la mort de Don Juan, sa mère, Maria de Mendoza, sort de sa clôture, et on commence à dire officiellement la fille du Don Juan d'Autriche est religieuse à Madrigal. Et à ce moment-là, le roi Philippe II la reconnaît et lui accorde le titre d'excellence royale, ce qui était tout de suite en dessous d'Altesse royale, qui était là, puisqu'elle était... Mais ce qui change complètement ces situations, à ce moment-là, elle est officiellement la nièce du roi, la petite fille de Charles Quint, la fille de Don Juan d'Autriche. Ça devient un personnage considérable, avec une cour. On la change à l'intérieur du couvent, elle a le droit à une petite maison, ce qu'on appelle la petite clôture, avec sa suite, avec sa cuisine, etc. Ce qui va d'ailleurs lui jouer des tours, parce que vous imaginez bien que dans la communauté... Ça crée des jalousies. Voilà. Oui. Voilà. Et justement, donc ayant une vie beaucoup plus facile, plus ouverte vers l'extérieur, c'est là que va apparaître celui dont elle rêvait, le prince charmant. Ouais. Alors, c'est Gabriel de Espinosa, oui, dont Sébastien, qui est... alors là aussi, on n'a pas le temps malheureusement d'en parler, mais c'est vrai que c'est un personnage à sa manière, extrêmement complexe. Ce qui les rapproche quand même, c'est sans doute cette situation marginale. Si c'est vraiment Don Sébastien, le roi du Portugal, ils ont eu la même éducation. Absolument. Et ils sont tous les deux dans une situation invraisemblable. C'est entre eux, manifestement, comme une reconnaissance presque immédiate et une passion terrible. Hein. Ils se marient au sens... Alors ça, les gens actuellement, pas vous, parce que vous le savez, mais ils ont beaucoup de mal à comprendre ça. Le sacrement du mariage n'est pas conféré par le prêtre, c'est une promesse qu'échangent les époux devant un prêtre. Or, le confesseur d'Anna sert de témoin, et ils échangent ce qu'elle appelle, elle, une haute promesse. Elle se considère comme sa femme. Ils ont mis une condition à la publication de ce mariage, c'est que le roi soit mort et qu'elle puisse faire valoir la protestation. Sans ça, elle aurait... Voilà. Oui. Mais bon, tout va mal tourner, évidemment, parce que le roi va avoir vent de l'arrivée de ce Gabriel d'Espinosa. En fait, il est espionné depuis le début, on l'attend et on va l'arrêter très très vite. Alors vous dites qu'elle est innocente, elle est naïve, vous parlez d'ailleurs de la fantastique ignorance du monde au sein d'un couvent, à cette époque-là du moins. Maintenant, je crois quand même qu'il y a une ouverture différente. Vous dites aussi qu'elle est à la fois innocente et coupable. Vous dites, par exemple, chacun est coupable de tout devant tous. C'est très intéressant, là. Ça, c'est une formule de Dostoïevski, mais si vous voulez, innocente et coupable, en ce sens que je raconte que, si vous voulez, dès que la justice se met en branle, elle se sent innocente. Après tout, elle n'a rien fait. Elle a aimé un homme qui est entré là, un truc là. Ses vœux l'ont été arrachés. Oui, elle connaît pas, elle a pas. Mais devant la justice, elle est coupable. Elle a reçu dans une clôture un homme. Elle a eu des rapports avec lui probablement un temps. Elle lui a écrit des lettres d'amour passionnées. Elle a préparé sa fuite avec lui du couvent et son évasion. Elle a été là, et il se prétend le roi du Portugal, donc en plus il y a crime de lèse-majesté. Risque de complot. Voilà. Donc si vous voulez,
elle se sent innocente, mais c'est la pire des situations devant la justice. Oui. Elle ne peut pas en sortir. Elle ne peut pas s'en sortir. Alors vous montrez la quantité d'intervenants, qui ne sont pas autour dans ce scandale, parce qu'on peut dire que ça va être un énorme scandale. Il y a Don Rodrigo, alors qui lui est la justice criminelle, le juge de la justice. Lui, il tient à ce que ce soit simplement un complot. Il y tient, mais c'est étrange parce que il y tient. Mais il change de prison le prisonnier, et son frère voyage avec le prisonnier et lui écrit d'ailleurs, c'est heureusement on a la lettre, en lui disant, il parle le français mieux que je ne le parle, mieux que je n'ai entendu qu'un homme le parler, il parle l'italien, il parle l'allemand, donc, il a des airs de cour incontestables, il monte admirablement à cheval. Ce n'est pas un pâtissier. Ce n'est pas un pâtissier, c'est pas un imposteur, c'est un homme de cour, et probablement un grand seigneur. Ce qui trouble beaucoup le juge, parce qu'il va lui accorder quand même un traitement de faveur, c'est-à-dire une cellule, des draps pour son lit, de la vaisselle d'argent pour dîner, c'est-à-dire qu'il lui donne presque en cellule un traitement de royal, si vous voulez. Oui. Au fond, tout le monde est mal à l'aise avec ce personnage, parce qu'il sent bien. Il ne dit pas « je suis le roi du Portugal », il ne dit rien, lui. Il dit, c'est vous qui le dites, moi je... Mais de toute façon, qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, il est condamné de toute façon. Ah, complètement. Complètement. Alors bon, évidemment, il y a également la réaction du roi, Philippe II, toujours lui, qui lui a deux obsessions, la bâtardise, et on voit pourquoi, et puis également le Portugal, justement. Écoutez, sa mère était portugaise, il a parlé portugais dans son enfance, et donc, il considère le Portugal comme sa deuxième patrie. Mais surtout, le Portugal, c'est tout le rivage atlantique. C'est l'accès direct à l'Amérique du Sud, si vous voulez, sans passer par ces villes. Il ne peut pas. Donc, si vous voulez, le calcul du roi est très simple. C'est, s'il est Don Sébastien, de toute façon, je veux pas le savoir parce que je rendrai pas le Portugal. Et s'il ne l'est pas, c'est pareil. D'ailleurs, il va écrire quand il commence, parce qu'on va même envoyer un inquisiteur général pour l'intruder, dont tout le monde a une trouille épouvantable dans le couvent quand il arrive sur la terre, parce qu'il a le droit de torturer les religieux s'il le veut. Or, au bout de 2 mois d'enquête, il dit, je ne peux pas. C'est un régicide, cet homme est le roi du Portugal. Et à ce moment-là tombe la lettre du roi, et qu'est-ce qu'il dit, le roi ? Qu'il soit mon neveu et qu'il ne soit pas, ça ne m'intéresse pas. Les histoires d'amour, ne m'intéressent pas. Il y a une seule chose qui compte, cet homme est un imposteur, parce que c'est ça la vérité, et il doit mourir comme imposteur. C'est dire clairement, nous ne voulons rien savoir d'autre, il est condamné pour un truc. À ce moment-là, l'inquisiteur mettra son mouchoir dans sa poche et acceptera la sentence. D'autant que le provincial a tout fait aussi pour protéger Anna, et donc en disant c'est un imposteur. Et voilà. Alors, on voit que... sur le rôle, à un moment donné, sur le rôle du romancier, je trouvais ça aussi très intéressant. Je vous cite, « Je ne fais de mon côté rien d'autre que traduire une histoire dans la langue de la littérature qui n'est ni plus juste ni plus exacte, seulement plus incertaine et plus inquiète. Installée dans la fiction, un mensonge si l'on veut, elle permet d'approcher de plus près une certaine vérité, puisque toute langue cache un secret de domination. La littérature avoue le sien, qui est de creuser, fouiller, pour dépasser la réalité. » Et c'est vrai que c'est une bonne définition de... c'est-à-dire que je dis ça à propos, c'est très étonnant si vous voulez, parce que chacune des justices, quand vous lisez les actes, parle sa langue depuis le début. Par exemple, si vous voulez, la langue de l'Inquisition, le provincial des Augustiniens, par exemple, qui veut essayer de sauver, d'une part Anne, mais surtout la réputation de son ordre, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit c'était une histoire, cet homme a ensorcelé les religieux, c'est comme ça qu'il est rentré dedans, c'est le diable, il est possédé. Et il écrit tout un truc, et toutes les religieuses vont jurer qu'elles ont vu le diable dans ses yeux, que d'ailleurs il lui sortait l'une voit un serpent qui est sorti de sa bouche, qui apportait des gâteaux empoisonnés, d'où d'ailleurs le truc de... Donc si vous voulez, on crée... Et ça fonctionne, on pourrait. Bien sûr. Le juge criminel, lui, pour son avancement, il tient absolument à ce que ce soit un complot. Et lui, il va faire une langue politique. Il a reçu, etc. Et ce que je dis, c'est moi, romancier, ce que je fais, simplement la langue littéraire qui cherche autre chose. C'est
qu'est-ce qu'on peut savoir et qu'est-ce qu'on peut essayer de comprendre. C'est de fouiller pour essayer de sentir des choses. Voilà, alors on peut dire une maîtrise encore remarquable de l'écriture, on connaît votre style, mais également vous instaurez, alors j'ai trouvé une sorte de connivence avec le lecteur, parce que vous avez des réflexions personnelles au cours de l'ouvrage, et vous faites une mise en parallèle avec votre propre expérience, et de même que vous alternez le passé, le présent, et finalement ça crée un lien avec le lecteur, cela. Oui, mais c'était fait un peu pour ça, pour essayer de rapprocher. Ce n'est jamais qu'une narration, hein. Oui. Toute histoire est une narration. En tout cas, un grand merci. Et pour ce livre et pour cet entretien, je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit du roman de Michel del Castillo, La religieuse de Madrigal, aux éditions Fayard Le Seuil. Un grand merci. Merci à vous.